Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui accompagne le livre sur les bases de données NoSQL dans le cadre des enjeux du Big Data. Cette vidéo a été réalisée par Axmepan, Saber Haridi et Philippe Lacombe, qui sont les co-auteurs du livre paru chez Ellipse dans la collection TechnoSub. Nous vous invitons à prendre contact avec nous, par email par exemple, mais aussi à consulter nos différents profils sur Amazon. Par exemple, vous trouverez dans le profil de Philippe Lacombe une description des livres précédemment publiés, ainsi que des liens vers par exemple une chaîne YouTube. Le profil de Axmepan, toujours sur Amazon, donne un résumé d'un livre sur les bases de données dont il est le co-auteur et qui est paru il y a de cela quelques années. Le livre dont vous consultez la vidéo d'accompagnement est paru dans la rubrique TechnoSub, dans la collection TechnoSub gérée par l'éditeur Ellipse. Ceci enrichit les trois précédentes contributions, l'une sur la programmation linéaire, l'autre sur les technologies d'accès aux données, et la dernière sur les web services. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Pour commencer, nous allons télécharger puis installer Cygwin ainsi que tous les packages nécessaires pour ce chapitre. Donc, on va aller sur le site de cygwin.com. www.cygwin.com. Et on va aller chercher le fichier l'installateur. Comme nous sommes sur sous Windows 7 64 bits, on va télécharger l'installateur pour les versions 64 bits. Une fois que c'est téléchargé, on exécute l'installateur de Cygwin. La plupart du temps, on va rester avec les configurations par défaut. Voilà. Donc, on va choisir un site miroir quelconque pour le téléchargement de Cygwin. Et en fait, une fois le téléchargement de Cygwin réalisé, voilà, c'est en cours, il nous sera proposé d'installer aussi les différents packages qu'on aura besoin par la suite. En regardant le chapitre 7, on a besoin de 4 packages. On configure OpenSSH, on installe, on paramètre l'installation, puis on configure le téléchargement et l'installation de OpenSSL. Pareil, le paramètre par défaut, c'est Default. Donc, on va imposer l'installation. Troisième package, TCP Wrapper. Là, pareil, on précise bien que c'est une installation qu'on veut. Et le dernier package, diff utils, qu'on va préciser l'installation. Là, il nous est listé la liste complète des différents packages qui seront téléchargés et installés. Bon, on ne va pas vérifier tout cela dans le détail. On clique sur suivant et on attend le téléchargement de ces packages. Une fois l'installation terminée, une icône est créée automatiquement sur le bureau.
Cette icône va nous permettre d'ouvrir le console de Cygwin en mode administrateur. Dans cette étape, nous allons configurer la connexion SSH pour Cygwin. Pour cela, on tape la commande ssh-host-config. On répond oui à la question de la séparation du privilège. Et bien entendu, on répond oui pour l'installation du service SSHD. Pour le reste des champs, on ne met rien, on tape sur Entrée, jusqu'à arriver à la question si on veut utiliser un nom différent. La réponse est non. Pour le mot de passe, dans notre exemple, nous utilisons Toto, T-O-T-O. Voilà. Le message suivant indique que la configuration du service SSH est terminée et on peut le vérifier en allant dans la liste de nos services et on voit qu'il y a un nouveau service, Cygwin SSHD, et on le démarre. Simplement. Maintenant que le service est démarré, on va faire une dernière manipulation pour la suite, c'est-à-dire qu'on va vérifier que les variables de Windows, que le variable passe de Windows pointe bien vers le dossier de Cygwin, afin de pouvoir utiliser par la suite les commandes Cygwin. Voilà. On va regarder, donc, dans le dossier c2.cygwin64bin, nous avons les différents exécutables de Cygwin. Donc, je rappelle que nous exécutons Cygwin en mode administrateur, et que maintenant, nous allons faire un test de connexion du PC Limos 26 vers le PC Limos 26 lui-même. Voilà, SSH, PC Limos 26. Hop. On nous demande de confirmer et on nous demande le mot de passe pour pouvoir nous connecter à PC Limos 26. Ce qui est assez embêtant, c'est à chaque fois qu'on veut se connecter à un serveur à distance, il faut rentrer le mot de passe. Donc nous allons créer en fait un lien entre PC Limos 26 et lui-même, mais le lien peut être créé entre PC Limos 26 et n'importe quel serveur, et n'importe quel autre serveur, afin que l'on n'ait pas à rentrer le mot de passe à chaque connexion. Donc on crée, en fait on génère une clé avec SSH-keygen. Une fois que cette clé est générée, nous allons la copier sur le serveur à distance avec la commande ssh-copy -id -i, et nous allons dans le premier paramètre mettre l'adresse de la clé générée et puis l'adresse du serveur. Dans notre contexte, c'est raxme@pclimos26, l'adresse du serveur vers lequel envoyer la clé.
Bien sûr, il faut rentrer au moins une fois le mot de passe lorsqu'on envoie la clé. Oups, je me suis trompé. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va voir que maintenant, pour se connecter, on n'a plus besoin d'entrer le mot de passe. Et voilà. Nous allons maintenant procéder à l'installation de Hadoop sur une seule et même machine. Pour rappel, nous avons un serveur et un client. Nous avons aussi configuré la connexion du serveur au client et du client au serveur sans avoir besoin à chaque fois de rentrer un mot de passe. Maintenant, nous allons installer pour Hadoop un master sur le serveur et un nœud sur le client. Dans cet exemple, le serveur et le client se trouvent sur la même machine, PC Limos 26. Donc, le master et le nœud de Hadoop se trouvera aussi sur la même machine. Cela permet simplement, à travers un exemple, de faciliter la configuration de Hadoop. Nous allons procéder au téléchargement d'Hadoop. Pour cela, nous allons aller sur le site hadoop.apache.org et nous allons constater que la version 0.20.2 d'Hadoop n'est plus disponible sur leur site. Voilà les différentes versions. On constate que la plus ancienne des versions, c'est la 0.23.9. Du coup, nous allons aller sur le site de Google qui a archivé la version 0.20.2 d'Hadoop que nous souhaitons télécharger. Le lien exact de Google est bien sûr disponible dans le chapitre 7 de notre livre. Une fois téléchargé, nous décompressons le programme dans le répertoire Cygwin64 User Local. User Local. Voilà. Pour faciliter la suite de la configuration, nous allons renommer le dossier en Hadoop tout court. Une fois Hadoop déposé dans le dossier de Cygwin, nous allons exécuter en tant qu'administrateur Cygwin afin de modifier les droits d'accès de 3 répertoires et de 2 fichiers. Cela facilitera grandement l'utilisation d'Hadoop par la suite. Maintenant que cela est fait, nous sommes prêts
à procéder à la configuration d'Adobe. Afin de configurer Adobe, nous allons modifier certains de ces fichiers de configuration. Commençons par le fichier adobe-env.sh. En fait, ce fichier va nous permettre de donner le chemin d'accès au JDK installé sur le PC. Nous allons décommenter cette ligne, puis lui donner le chemin d'accès au JDK. Voilà. C'est le point. Nous allons vérifier l'emplacement du JDK. Voyons voir quelle version et où est-ce qu'il se trouve. Exactement. C'est programme Java JDK. Donc, c'est programme, voilà, Java JDK. Nous avons plusieurs versions installées. Par souci d'assurer la compatibilité, nous prenons la version 1.7.0.51. Ensuite, nous modifions le fichier core-site.xml. Tout le code se retrouve bien sûr dans notre livre. Donc, alors, le master dans cet exemple, c'est PC Limos 26. Sauvegarder. Ensuite, nous modifions le fichier hdfs-site.xml. Puis, nous modifions le fichier mapred-site.xml. Là, pareil, nous rappelons que le nom du seul nœud dans cet exemple, c'est aussi PC Limos 26. Sauvegarder. Voilà. Et enfin, nous modifions les deux fichiers qui permettent de désigner le master et les nœuds. Donc, pour tous les deux, PC Limos 26. Nous allons maintenant procéder à la mise en route d'Adobe. Et on rappelle que l'exécution de Cygwin se fait toujours en tant qu'administrateur et que dans cet exemple, dans Adobe, le master et le nœud se trouvent sur la même machine, c'est-à-dire le PC Limos 26. Sur le master, on va commencer par initialiser le système de fichiers HDFS. Après un petit instant d'exécution, nous allons pouvoir constater la création du dossier TMP
dans le répertoire d'Adobe, localisé dans notre exemple c2.cguin64 user local Adobe. Maintenant, nous allons procéder au démarrage du système de fichiers HDFS. Cela va prendre aussi un petit instant. Afin de vérifier que le démarrage s'est bien réalisé, il suffit de vérifier les différents fichiers log qui sont listés dans le livre. On prend un exemple ici, le fichier Adobe NameNode PCLimos 26. Voilà. Et on va rechercher les erreurs qui sont contenues dans ce fichier. Bien entendu, dans la situation où le démarrage s'est bien réalisé, il n'y a pas d'erreur dans le fichier. Maintenant que le démarrage du système de fichiers HDFS est réalisé, nous démarrons le Job Tracker, qui est en fait le centre de gestion du système. Là aussi, une fois le démarrage réalisé, il est possible d'aller vérifier la bonne exécution avec les fichiers log qui sont listés dans le livre. Pas d'erreur donc. À présent, nous pouvons nous connecter à l'interface web pour vérifier l'état des deux. Donc, dans notre exemple, il y a un seul nœud. Voilà. Live node, un seul. Une fois Adobe installé et lancé, il est possible de tester son fonctionnement grâce à un programme livré en standard avec l'outil. Le programme livré permet de compter les nombres d'occurrences de chaque mot dans un texte. Pour tester ce programme, nous allons donc utiliser un fichier texte suffisamment long comme proposé dans le livre. Via l'explorateur Windows, le plus simple consiste à créer dans le répertoire Adobe le fichier passant.txt. Ce fichier contiendra le poème À un passant de Paul Verlaine. Il faut maintenant copier ce fichier passant.txt dans le système de fichiers HDFS avec la commande copy from local.
Il y a quelques erreurs car nous ne sommes pas dans le bon dossier. On va donc se déplacer dans le bon dossier pour avoir passant.txt. Voilà. Une fois la copie réalisée, et afin de vérifier que le fichier est bien présent dans le système HDFS, nous allons utiliser le navigateur web pour parcourir les dossiers du système de fichiers HDFS. Et on constate, allons-y, que le fichier passant.txt est bien présent. Voilà le contenu. Une fois donc ce fichier bien copié, il ne reste plus qu'à lancer le programme de comptage en passant en paramètre le nom du fichier dans le système HDFS, donc passant.txt, et le répertoire de sortie pour les résultats, ici out. Nous pouvons, par exemple, là encore, consulter le résultat de l'exécution à partir de l'interface web. User, voilà, RCISIMA, et on voit le répertoire out où il y a le résultat, le fichier résultat. Voilà, les mots et le nom d'occurrence. Dans cette partie, nous allons utiliser l'outil de développement Eclipse pour créer un programme de type MapReduce afin de le lancer ensuite sur les machines Hadoop. Il faut pour cela commencer par télécharger Eclipse sur le site de l'éditeur. Différentes versions existent. Pour les besoins de notre démonstration, la version Java EE Developer a été choisie. Il a été constaté des problèmes avec la version 64 bits. Le dossier sera à décompresser dans C2.Eclipse 32 bits. Voilà, le dossier sera donc déposé dans C, dans le disque C. Il faut maintenant télécharger et installer le plugin d'Hadoop pour Eclipse. Ce plugin peut être trouvé sur le site de Java. Comme la version d'Hadoop est la version 0.20.2, il faut télécharger les fichiers Hadoop 0.20.2 DevCore et Hadoop 0.20.2 Eclipse Plugin.
Une fois les deux téléchargements terminés, nous allons déposer ces deux fichiers .jar dans le sous-répertoire plugin du dossier d'Eclipse. Sur la machine de test utilisée, on obtient c2.eclipse32 plugins. Voilà. Coller dedans. Et l'autre fichier aussi. Ces deux fichiers sont bien collés dans le bon répertoire. Il faut démarrer Eclipse afin de créer le nouveau projet. Une fois Eclipse démarré, on choisit de créer un nouveau projet de type MapReduce Project. La création du projet nécessite la saisie d'un nom, mais aussi de renseigner le répertoire d'installation d'Hadoop. Voilà, configure Hadoop Install Directory. Il faut définir le dossier d'installation d'Hadoop. Et voilà. On valide. À présent que le projet est créé, il est possible d'utiliser cet onglet Project Explorer pour regarder notre projet. Il faut vérifier que les deux fichiers que nous avons téléchargés tout à l'heure font bien partie de la bibliothèque. Il faut à présent créer une connexion vers le système de fichiers HDFS d'Hadoop. Une fois le Define Hadoop Location défini, enfin lancé, il faut modifier les ports par défaut et donner le nom de la machine maître. Maintenant, on peut voir dans l'onglet Project Explorer qu'on peut parcourir le système de fichiers HDFS et notamment il y a le fichier passant.txt. Il faut maintenant créer une nouvelle classe au projet. Pour ce faire, il faut choisir dans le menu contextuel classe. Dans cette fenêtre de création d'une nouvelle classe, nous allons créer la classe WortCount. Les autres paramètres seront laissés par défaut. Une fois la classe WortCount créée, il s'agit d'ajouter à la bibliothèque les deux fichiers que nous avons téléchargés. Dans un premier temps, il faut les retrouver. Eclipse 32, plugin, voilà les deux fichiers, les deux .jar qu'il faut ajouter. Voilà. Maintenant,
il s'agit de coder la classe WordCount avec 3 éléments différents. Première chose à faire, ce sont les imports qu'il faut mettre dans la classe. La liste de ces imports peuvent être retrouvés dans le livre. Ensuite, il s'agit de créer la classe map qui divise en sous-parties un texte et compte le nombre d'occurrences des mots dans chaque sous-partie. Puis, on crée la classe reduce qui récupère les résultats partiels et réalise le calcul final. Enfin, nous créons la méthode main qui récupère les paramètres et exécute tout simplement le programme. Avant de commencer, il faut préciser qu'on doit désactiver tous les pare-feux. Une fois que cela est fait, il faut paramétrer les arguments du programme. La configuration se fait en fournissant 2 paramètres. Le fichier à lire RC Zima Raxme passant.txt et le répertoire de sauvegarde des résultats en sortie. Une fois ces arguments paramétrés, il ne reste plus qu'à exécuter le programme. À la fin de l'exécution, il est possible de récupérer le fichier résultat qui se trouve alors dans le système de fichiers HDFS. Voilà, nous avons le dossier résultat. Il faut maintenant récupérer ce fichier, download from DFS, et le poser sur le bureau, par exemple. À présent, on peut le lire. Voilà le résultat.